Bonjour, merci de nous retrouver à la Maison de la Région. Rendez-vous mensuel sur regionpaca.fr et sur le mensuel La Région. Ce mois-ci, c'est Cali qui répond aux questions des lycéens de la région. C'est citoyenneté, musique et bonne humeur qui sont au programme. Votre face aux citoyens devient face aux lycéens avec Cali. À tout de suite. Bonjour à tous, merci de votre présence. Cali, les lycéens sont venus vous poser des questions. Une première question d'Emma, on vous écoute. La citoyenneté, c'est quoi pour vous? Un artiste doit-il forcément s'engager? La citoyenneté, c'est quoi pour moi? Pour moi, c'est être vraiment concerné et surtout ne pas dire bon ben c'est comme ça, je m'en fous de ce qui se passe, moi je fais mon petit bout de chemin et peu importe les autres. Je pense qu'être citoyen, c'est regarder un petit peu à gauche et un petit peu à droite et je pense qu'on peut pas être réellement heureux dans sa vie s'il y a des choses qui se passent mal à gauche ou à droite, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important de gueuler, d'être en colère, d'être heureux aussi de certaines décisions et d'être présent tout le temps et de ne pas laisser le pouvoir et la parole uniquement à un petit groupe de personnes tout en haut de l'échelon, quoi. Ça, c'est important. Après, un artiste doit-il être engagé? Je crois que son art doit être engagé. Je pense que l'art, quelque part, doit déranger. L'art doit remuer, ça doit être un caillou dans une chaussure, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est en tout cas ce qui m'intéresse. Et puis les autres, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour les autres, mais je suis toujours gêné quand j'entends des chanteurs ou des acteurs ou peu importe, les acteurs de l'artistique dire ben moi non, j'ai pas trop d'avis, me posez pas la question, non je sais pas trop. Je crois pas. Moi je pense que si on n'a pas d'avis, soit on est une truite morte, quoi, soit on est un menteur. Voilà. Et que les jeunes s'identifient à vous, ça vous fait peur? C'est quand même une responsabilité. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à moi, en tout cas. Oui, la responsabilité, c'est important, mais à tous les niveaux. Moi, des fois, je fume une cigarette, des fois, après le concert. Et quand on fait une photo, je cache la cigarette parce que je me dis, j'ai pas envie que des enfants me voient fumer une cigarette. Bon, voilà, ça démarre par là peut-être, je sais pas. Mais s'identifier, oui, c'est important. Je sais que quand je parle à des jeunes, je leur dis mon petit parcours hockey musical, mais avant ça, il y a eu des choses, c'est-à-dire j'ai été président d'un club des jeunes dans mon village, et les premières revendications, c'était on veut absolument le club des jeunes parce que si on n'a pas ce club des jeunes pour faire nos booms ou pour faire nos fêtes, eh ben vos enfants, nous, on prendra la voiture pour aller se tuer sur la route vers les boîtes de nuit. Donc c'était à cette époque-là ce qu'on revendiquait. Et puis après, je me suis présenté 2 fois à des élections municipales pour d'autres raisons, et puis toujours Dans quel coin? À Vernet-les-Bains, à côté de Perpignan, voilà, dans les PO. Et donc, il y a cette question de la responsabilité. Les jeunes, ils s'identifient quand même à vous, parce qu'ici, nous sommes en plateau, il y a une quarantaine de jeunes autour de nous qui connaissent vos chansons. Est-ce que c'est important dans vos chansons de faire passer des messages aux jeunes? Notamment aux jeunes, hein. Ouais, je sais pas si c'est un message, c'est toujours c'est quelque chose qui sort du ventre ou du cœur, et ou c'est une colère ou alors ou une conviction, mais c'est jamais dans le but de donner une leçon, quoi. Ça, c'est dangereux, je trouve. C'est plutôt je ressens ça et j'ai besoin de le dire, mais ça peut être en politique comme des chansons d'amour. Moi, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent me voir dans la rue pour me dire que ils ont rencontré leur chérie avec une de mes chansons, je suis super fier. Ou alors ils se sont séparés de leur chérie à cause... Une fois, il y a une personne qui m'a dit, j'ai écouté votre chanson, elle m'a dit, à la radio, et c'était la nuit, on roulait, et mon mari était à côté, je lui dis, tu vois ce qu'il dit, le chanteur, là, c'est tout ce que j'ai envie de te dire maintenant. C'est terrible. Bon, voilà, donc l'identification, peut-être là. Après, en politique, c'est pas mal quand je vais dans la rue manifester et que je vois des camions crier avec les haut-parleurs, quoi, mes chansons, quand j'entends 1000 cœurs debout dans une manif, je suis assez fier parce que je sais où je l'ai écrite, dans ma petite chambre. Voilà, je suis assez fier. Alors, ce parcours, Mégane a envie d'en savoir un peu plus et elle a une question pour vous. On vous écoute, Mégane. Donc, vous avez toujours eu envie de faire de la musique ou c'est la vie qui vous a amené ici? C'est la vie. C'est la vie qui m'a... J'ai pas toujours voulu faire de la musique. Je me souviens qu'à 8 ans, j'ai pris des cours de piano et la professeure me tapait sur les doigts avec une règle. Et j'entendais mes copains jouer dehors. Alors à un moment donné, j'ai dit stop et je suis allé jouer avec mes copains dehors. Ça s'est arrêté là. Mais j'adore le rugby.
Et j'ai fait du rugby, ça se voit plus, mais j'ai fait beaucoup de rugby. Et je voulais faire ça. Et j'ai continué comme ça, mais un jour, il y a un groupe de musique qui s'est formé dans mon village, une génération au-dessus de moi. Et on allait avec les copains voir, on allait voir ce groupe jouer, on les enviait un petit peu, on se disait, ils sont là en train de s'amuser, c'est quoi ce truc? Et on a dit, on va monter un groupe de musique. Et on a formé un groupe, on était 4, on a tiré au sort, moi j'étais bassiste. Mais ça nous a permis pendant tous les week-ends et des soirées entières, plutôt qu'aller déconner, faire n'importe quoi, d'être autour d'une passion commune, déjà l'amitié et puis la musique. C'est parti de là. Après, j'ai suivi mon cœur parce que je suis arrivé, j'ai fait des petites études et je suis arrivé, j'ai fait un IUT de mesure physique. Faut pas me demander ce que c'est, je sais plus du tout. Et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté, j'ai dit je veux faire de la musique. Alors mes proches m'ont dit mais... Alors je me suis débrouillé, j'ai fait des petits boulots pour pouvoir me payer ça. Et mes proches m'ont dit mais c'est pas un métier, c'est pas un métier. T'as pas fait d'études là-dessus, tu t'y arriveras pas. Et j'ai suivi mon cœur et aujourd'hui... ça a marché? Ben, le parcours de ma vie aujourd'hui, je suis heureux quand je réalise que je suis exactement sur le chemin qui me plaît. Et tous les jours, c'est un cadeau de la vie, quoi. Donc voilà, c'est ce que... Et le message que je veux faire passer aux jeunes, ouais, un petit message, c'est... On veut faire du théâtre, on veut faire de la musique, on veut faire des choses comme ça qu'on n'ose pas en parler. Parce que c'est quelque chose, c'est un jardin secret. Mais le cœur dit, je veux faire ça. Alors il faut suivre son cœur, il faut le faire, il faut aller au bout. Parce que c'est pas la vie de tes parents, c'est pas la vie de tes amis, c'est ta vie que tu vis toi, quoi. Voilà. Alors dans ce parcours, il y a des artistes qui ont dû faire référence pour vous construire. Et c'est Fanny qui a une question à ce sujet. On vous écoute. Moi, j'aimerais beaucoup savoir quels sont les artistes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré durant votre... Alors, un docteur a dit... alors je vais répondre à la question, mais un docteur a dit que la musique qu'on écoute entre 8 et 12 ans, c'est celle qui nous poursuit toute la vie. Ce sont ces émotions-là et on la quitte pas. Et moi, entre 8 et 12 ans, j'ai eu la chance d'avoir des amis et un grand frère qui m'a fait écouter les Clash, les Sex Pistols et toute une vague punk comme ça. Alors ça m'a beaucoup inspiré, mais au-delà de la musique, c'est-à-dire par une attitude rebelle, une fraîcheur, quelque chose d'instantané dans le regard de Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Moi, dans ses yeux, je vois une folie et quelque chose, envie de casser le système. Et ça m'a beaucoup plu au moment où, voilà. Après, je suis parti sur le côté rock héroïque, des Simple Minds, U2 et les Waterboys. Et je me souviens de mon concert le 20 octobre 1984 au Palais des Sports de Toulouse, où j'ai vu Bono derrière la scène avant le concert. Et j'ai pu parler avec lui et pendant le concert, à la fin, la dernière chanson, je me souviens, elle s'appelait Forty, la chanson. Et Bono a dit, on va mettre les amplis à fond pour les gens qui n'ont pas pu rentrer ce soir, qui sont dehors. Et ils ont mis les amplis à fond et ça a sifflé dans toute la salle. Et c'était majestueux. Et ce moment de grâce pour moi, je suis sorti de là, je me suis dit, je veux faire comme le monsieur là-bas. Et après ça, j'ai un ami qui m'a fait une cassette. Et sur la cassette, il y avait une chanson des Waterboys qui s'appelle The Pan Within. Et j'ai écouté cette chanson, j'ai pleuré, et je me suis dit, je vais les aimer toute ma vie, je vais les suivre toute ma vie, et ça va être mes amis pour toute la vie. Et aujourd'hui, c'est mes vrais amis, quoi. Donc je suis ravi. Mais donc c'est par de là. Mais après, la suite, mon papa m'a fait écouter un jour Léo Ferré, et je comprenais rien. Et j'ai écouté une chanson qui s'appelait Richard de Léo Ferré, et ça a été la chanson qui m'a amené sur le fleuve, sur l'océan immense de Léo Ferré. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus haut. Et grâce à Léo Ferré, je suis arrivé sur TFN, je suis arrivé sur Jacques Higelin, je suis arrivé sur Lavilliers. Et grâce à eux, je suis arrivé sur Miossec, sur Dominica. Et puis quand on en parle avec des copains, avec les Benabar ou avec les San Severino ou avec les Delerme, c'est grâce à ces gens-là qu'on est arrivé à faire des choses. Donc j'aime bien me dire que l'anglo-saxon, alors avec tous les groupes dont j'ai parlé, je pourrais rajouter Deus, Arcade Fire, Joy Division, mais j'aime bien me dire que tout en haut, il y a Léo Ferré, comme une fontaine, et puis découle de Léo Ferré tout le reste. Pour moi, voilà, c'est ce qui m'inspire. Ouais. D'ailleurs, Léo Ferré, vous le reprenez, vous avez repris quelques chansons dans vos concerts de ce soir, notamment. Ce soir, je vais pas dire ce qu'on fait, parce que sinon, ça sert à rien, mais parce que vous êtes avec un pianiste qui fait à chaque fois un set différent. Donc ouais. Votre concert est chaque fois unique, finalement. C'est ça. Un peu comme Pearl Jam, par exemple, je pense à Pearl Jam le fait souvent en concert. Vous allez jouer tous les soirs des chansons différentes. Ouais, voilà, j'arrive d'une tournée où c'était très cadré, et c'est normal, quand on est en groupe, il faut savoir ce qui se passe. Et là, j'ai un pianiste, un ovni, un dieu, et un fou furieux, quoi, dans le sens,
il peut tout faire à l'instant, quoi. Et quand on se dit, ben là, on pourrait faire ça, on fait ça, et c'est parti. Et pour moi, c'est assez jouissif parce que justement, faut être toujours à son écoute, à l'écoute. Et on peut entendre une chanson à la radio juste avant le concert et essayer de la jouer le soir, quoi. Ça me plaît, ouais. Ça plaît au public aussi, il y a quelque chose de direct. L'autre jour, ouais, alors c'est une anecdote, mais j'en parle parce que ça m'a touché. L'autre jour, on était au Luxembourg, on joue au Luxembourg. Et Steve me dit, Bruno, ce soir, j'aimerais bien qu'on chante une chanson pour mon ami, c'est son anniversaire, je lui enverrai comme ça par l'iPhone. Je lui dis, bah avec plaisir, qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Il me dit, on pourrait faire sa chanson. Je lui dis, mais comment sa chanson? C'est qui ton ami? Il me dit, Lou Reed. Donc, alors, on a chanté pour Lou Reed, on a mis l'iPhone devant le piano, on a fait Perfect Day, et il l'a envoyé avec le décalage horaire. Lou Reed a eu le matin de son anniversaire la chanson. Waouh! Ça, je peux le vivre qu'avec Steve Knife, ouais. Ouais. Et j'ai envie de dire, vous êtes de plus en plus rock. Votre 4e album le montre. Vous allez finir avec un duo avec Maiden, peut-être, sur le 5e album. Ça va arriver là. J'adorerais. De toute manière, j'ai fait une tournée avec les Hyènes. Les Hyènes, c'est quand même 2 membres de Noir Désir, et puis donc Jean-Paul et Denis, et puis 2 autres qui jouent dans des groupes complètement punk, qui m'ont accepté avec eux. J'ai vécu dans un camion où on s'est marré et où on a fait beaucoup aussi d'impro et beaucoup de choses très violentes musicalement. Et ils m'ont pas dit tiens, toi t'arrives de la variété française. Ils m'ont pris parce qu'on s'aime très fort, et puis voilà. Ouais, j'adorerais, mais j'adorerais aussi. J'ai rencontré des amis du milieu du rap, et j'adorerais apprendre le flow, leur flow, et partir là-dedans aussi. J'ai joué avec des musiciens classiques, donc avec pas de barrière, quoi. Mais le but du jeu, c'est ça, je crois, de mon jeu. C'est aucune chapelle. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, sur ce 4e album, il y a une chanson qui s'intitule Cantona. Ça n'a pas échappé à Angelo, on vous écoute. Vous faites dans votre dernier album une chanson sur Eric Cantona. C'est un modèle. Vous ressemblez tous les deux finalement. C'est un modèle, oui. Absolument, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être un ami d'Eric, et pas que d'Eric d'ailleurs. C'est lui, et c'est Joël Cantona, et c'est Jean-Marie Cantona, et c'est la tribu. Ils ont tous cette dignité et on va dire, cette grâce dans la vie, quoi. Et quand je suis près d'eux, je me sens beaucoup plus fort, et je gagne du temps sur ma vie quand je suis avec eux. Alors oui, un exemple, Eric, pour moi, chaque fois quand avant d'être Kali, quoi, j'avais son poster, et puis je suivais son parcours, et puis j'étais à fond derrière. Aujourd'hui, dans tous ces engagements sociaux, politiques, théâtraux, musicaux, tout ce qu'il fait, je suis admiratif. Voilà. Après, j'ai écrit une chanson pour Eric parce que j'adore le film Looking for Eric, et c'est un petit peu une parabole sur ce film-là, ou un truc autour de ce film-là. Et Eric m'a beaucoup parlé de ce but contre Sunderland qu'il a marqué. Et donc je raconte ce but aussi dans la chanson. Et c'est quand même, il revient de 9 mois de suspension après s'être battu avec un supporter, et puis tout le monde le dit fini, tout le monde se dit que c'est terminé. Et lui, il arrive, il relève son col, et puis il traverse tout le terrain balle au pied, et il met un but dans la lucarne. Mais ce que j'ai trouvé magique dans ce but, c'est que tout joueur de foot à ce moment-là aurait couru partout aux 4 coins du stade avec le maillot relevé. Lui n'a pas bougé, il a levé les yeux au ciel et les bras au ciel comme ça. C'est un moment de grâce, quoi. Voilà. Et pour finir l'histoire, quand j'ai écrit la chanson, j'avais pas encore enregistré le disque. Je lui ai dit, écoute, on était à un petit déjeuner. Je lui ai dit, écoute, et je lui ai mis ça sur les oreilles. Il m'a regardé en écoutant sa chanson. Voilà. Donc c'est un moment de ma vie où je peux me dire, j'ai écrit une chanson pour Cantona qui est en train de me regarder, en train de l'écouter. Waouh. Vous êtes allé le voir au théâtre dans Ubu en 3 fois. Ouais. 3 fois. Vous avez aimé ouais, j'aime en plus. Pourquoi 3 fois? Parce que il y a toujours une marge de progression. Donc je l'ai adoré la première fois, j'ai été subjugué la seconde, et la troisième j'étais complètement. C'est encore autre chose. Donc pour moi c'est important, parce que Eric est un vrai bosseur, comme Rachida, comme sa femme d'ailleurs. Et puis quand il décide quelque chose, il va au bout. Ouais. Tout à fait. Donc il y a quelque part une ressemblance entre tous les deux, que avant de vous être connus quand même. On a des grands-parents catalans tous les deux, qui ont vécu la même histoire d'exil. Après, c'est pas une ressemblance, c'est plutôt, c'est des gars comme Ferré, ou des gars comme
Ils dégagent quelque chose. Ben, c'est des gars qui saupoudrent autour dans leur vie comme ça des choses incroyables. Et nous, on essaie d'attraper les miettes et se nourrir de ça et d'avancer grâce à ça. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes méditerranéens tous les deux. Ouais. Et on va voir un petit extrait de Cali sur scène. Si j'arrive à trouver la souris. Hop. Voilà. Marquer ce but contre Sunderland, élever les bras. Marquer ce but contre Sunderland, élever les bras. Marquer ce but contre Sunderland. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire devait être en conte de fées. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. Alors voilà, ça se passe de commentaires. Cali sur scène, c'est 100%. Et justement, le petit contraste, c'est que en ce moment, vous avez peut-être besoin d'intimité en faisant cette tournée acoustique. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire le gros contraste. Le gros contraste, ouais. Ouais. Alors après cette tournée-là, il y avait eu des tournées électriques avant où j'étais rentré à la maison. Je me souviens, on devait partir en vacances et je suis arrivé chez moi. Je m'étais cassé ça et ça. Et je ne pouvais plus partir du tout. J'étais en poudre, quoi. Ils m'ont dit à la maison, mais ça suffit, quoi. Faut arrêter. Et là, cette fois-ci, pareil, c'est assez violent physique, mais jouissif, quoi. Après, au sortir de ça, j'ai regardé mes disques, je les ai posés sur mon lit. Je me suis dit, il y a plein de chansons qu'on peut pas jouer parce que justement, on est dans cette énergie-là. Et j'ai voulu les jouer et trouver la manière de quelque part de rendre hommage aux mots plutôt qu'à l'énergie autour de ça. Et donc voilà, c'est plus murmuré. Ça a donné cette tournée-là. Et je suis ravi parce on a démarré début février. Vous êtes avec un piano ou il y a... Un piano. Un piano, c'est voilà. Il m'a dit, Steve m'a dit, pourquoi tu prends pas la guitare? Je dis, tu as vu comme tu joues du piano, j'aurais l'air con avec ma guitare à côté de toi, donc je prends pas ma guitare. Voilà. Mais sinon, c'est les retours qu'on a, les gens qui ont vu ces tournées-là avaient un peu peur au début, et puis voilà, il se passe autre chose. Ouais. Je sais pas, mais il se passe autre chose. À ce propos, Emma a une question sur le sujet. Est-ce que vous préférez la scène ou les moments plus intimes de création? Alors, au début, je préférais la scène parce que je viens du bal de village. Avant tout ça, je faisais des balles de village, j'animais des balles comme Olivia Ruiz et ça a toujours été mon truc, ça. Et puis le studio, j'avais un petit peu peur de studio. C'était tellement précis, tellement comme ça, et il y avait une pression. Et là, maintenant, j'ai appris à dominer tout ça, donc mieux le dominer. Donc j'adore le studio, j'adore tout ça, mais le moment de création, c'est un état de grâce absolu. C'est-à-dire dans une voiture, là, j'ai écrit une chanson tout à l'heure. Alors je sais pas si elle est bien ou pas, mais ce moment où tu écris la chanson, tu es juste heureux après. Et quand je finis une chanson avec la musique et tout, j'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde et d'embrasser quelqu'un dans la rue, quoi. Voilà, parce que j'ai l'impression de vivre. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression de vivre. Comment vous écrivez? D'abord, vous écrivez le texte et après la musique. Tout dépend, en fait. Vous avez j'ai pas de règles. Ouais. Pas de règles. J'ai pas de règles. Je me suis juste, j'ai la chance d'avoir une grande maison. J'ai la chance d'avoir 3 étages et d'avoir au dernier étage des guitares et au rez-de-chaussée un piano. Et quand je suis au rez-de-chaussée, j'écris les chansons au piano, et quand je suis en haut, c'est à la guitare. Voilà. Après, je me suis aperçu que si je commence par les mots, le résultat est beaucoup plus chanson dans le sens chansonnier, traditionnel, chanson française. Et puis, quand je commence par la musique et que je mets des mots après, c'est beaucoup plus pop et rock. D'accord. Voilà. On va enchaîner avec une question de Fanny. On vous écoute. Alors pour moi, le bonheur, c'est plutôt quand j'écoute un bon album comme le vôtre avec des amis. C'est quand le bonheur pour vous? C'est quand j'entends une question comme ça. Et c'est quand le bonheur...
C'est assez... c'est tellement fragile. Et je crois que la quête du bonheur, c'est quelque chose... voilà, pour moi, c'est comme si je voyais le mont Everest et puis que j'ai pas assez d'oxygène pour l'atteindre, mais je suis vraiment pas loin. Alors je le regarde et je me dis, ouais, je l'ai pas atteint, mais je suis passé près quand même, quoi. C'est plutôt ça. Et puis Ferré, il avait dit, le bonheur, c'est un chagrin qui se repose. J'adhère beaucoup à cette phrase-là. Et puis, quand on est sur la route et qu'on voit, l'autre soir, on était en Suisse, le jour où il y a eu l'accident du bus des mômes, là. Alors là, on appelle ses enfants et on est déchiqueté au téléphone. On dit, mais c'est cette vie, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors après, il y a le concert le soir et l'heure avance et puis on est tellement triste et il y a le moment de concentration. Et là, il y a quelque chose qui arrive et je me dis, Bruno, tu profites de cet instant-là, tu as de la chance d'être là. Et il y a un moment de bonheur exceptionnel. C'est juste avant de monter sur scène avec mon pianiste là ou avec les musiciens, quand on se serre fort et qu'on se dit, ben voilà, on a de la chance d'être là, on en profite, on va s'amuser maintenant. Et je me dis, c'est comme si c'était l'heure de la récréation et qu'on avait tant d'heures devant nous où on peut chanter, cracher, sauter, hurler, dire n'importe quoi au micro parce qu'on est le chanteur, on fait ce qu'on veut. Et ce moment de liberté, c'est un pur moment de bonheur. Ouais, voilà. Quels sont les albums, pour rebondir sur la question de Fanny, que vous écoutez en ce moment dans la voiture ou... J'écoute beaucoup d'albums, j'achète beaucoup d'albums. Je continue à acheter le physique. Après... Vous êtes attaché au physique Ouais. Pour rebondir sur ça, question de téléchargement, vous continuez, vous avez... Moi, je suis très mauvais ordinateur. Ouais. Et je trouve qu'on nous a menti, floué sur beaucoup de choses. Le vinyle, alors quand on écoutait des vinyles, on nous a dit le CD, ça sera mieux, moins cher et un meilleur son. C'est plus cher et le son n'est pas bien, parce que n'est pas mieux, parce qu'il est compressé. Aujourd'hui, après, on nous a dit mais on va l'écouter sur le téléphone, la musique, ça sera mieux parce qu'on peut l'avoir partout dans la rue. Et le son est encore moins bien. Et puis la pochette. Une époque, je me souviens des pochettes de Beatles, Sgt. Pepper's, magnifique pochette. Aujourd'hui, quand on veut faire une pochette comme ça, la maison de disques, elle dit à Bruno, non, parce qu'il faut penser au CD. On peut pas faire un truc comme ça, on le verra pas sur un CD. Alors on peut faire ça. Non, Bruno, parce que sur un téléphone, on l'enverra pas ta pochette. Waouh. Alors il y a tout pour moi qui se casse la gueule à ce niveau-là. Alors je suis pas un réac, un petit peu quand même, mais je trouve que c'est dommageable et dommage. Et en plus, c'est important. Enfin, je préfère prendre le temps de répondre à cette question parce que dans mon village, à Vernay-les-Bains, il n'y avait pas de marchand de disques, de disquaires. Et je me souviens bien du jour où Joshua Tree de U2 en 87 est sorti. Et j'ai été mandaté par tous mes amis pour descendre en stop à Perpignan acheter le disque pour le village, quoi, en fait. Et je suis parti à 7h du matin en stop. Je suis arrivé le premier devant le magasin de disques. J'ai acheté le disque, je l'ai regardé, c'était pour moi comme un miracle. Et j'en parle, j'ai les poils là. Comme un miracle, un miracle. Je l'ai pris contre moi, je suis retourné au bord de la route, j'ai fait du stop, je suis arrivé à Vernay, j'ai appelé les copains. On a posé la galette sur le disque, on a fermé les yeux, on parlait pas, et presque on se prenait la main, quoi. Et on a écouté le disque. Et c'est un moment, alors ce moment, 6 mois avant la sortie, on sait qu'il va sortir, on en parle. Le moment où tu vas chercher le disque, le moment où tu l'écoutes, et voilà. Aujourd'hui, tout ça, c'est volé, quoi. C'est-à-dire que quand on sait que l'artiste est en studio, tout le monde veut essayer de piquer sur Internet ce qu'il est en train de faire, et on perd tous ces moments d'émotion. Alors voilà, moi je suis assez râleur là-dessus, d'autant plus que j'ai acheté une platine pour la maison la dernière fois, et j'ai écouté un vinyle de Dire Straits que j'avais pas écouté depuis des années, et j'ai pas pu bouger du fauteuil, quoi. Parce qu'on peut pas bouger, parce que le son il est beaucoup plus gros, parce qu'il y a du souffle, du vrai souffle, et parce qu'on doit se lever à un moment donné pour tourner la galette, et qu'on a envie de l'écouter jusqu'au bout. Aujourd'hui, la musique, on l'écoute en faisant l'apéro, ou on la consomme, et c'est dommageable. Alors après, je veux pas être réac, c'est bien, Internet, on peut échanger plein de choses, mais je suis... faut prendre le temps d'écouter de la musique. Faut prendre le temps, voilà. Et aujourd'hui, que ce soit à tous les niveaux, on n'a pas de temps, et on se pose pas. Alors c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut rester à Marseille ou à Perpignan, parce que ça va quand même moins vite qu'à Paris, quoi. Et c'est eux les cons, c'est pas nous, quoi. Franchement, ça va trop vite, ouais. Alors les albums que vous écoutez, que vous avez en ce moment dans la voiture ou sur les oreilles, alors, au petit coup de cœur? Ouais, alors coup de cœur, moi j'ai mes amis proches, j'ai eu la chance d'écouter, alors il n'est pas encore sorti, le prochain Dionysos, qui est absolument sublime. Alors je dirais tout Dionysos.
Après, je vais parler de français. J'écoute beaucoup Christophe Miossec. J'écoute beaucoup Dominica. J'écoute, voilà, dans ma voiture, j'ai un Ferré, donc on est encore... Et des coups de cœur, il y a Rachida Brakni, donc la femme d'Eric Cantona, qui vient de sortir un disque. Il y a une fille qui s'appelle Lise, une petite fille au piano, je dis petite fille, une espèce de perle au piano qui est incroyable et qui amène un univers. Ça me touche énormément. Et j'écoute beaucoup des fois, parce que là, c'est marrant quand on se pose la question. Alors, Arcade Fire, beaucoup, là, en ce moment aussi. Deus, le dernier Deus, un groupe belge. Mais souvent, je me mets un vieux Stranglers ou un vieux encore Simple Minds ou un vieux parce que ça me rappelle un moment de ma vie. Ben, je sais pas, un moment où on est au club des jeunes et puis on est amoureux d'une fille, et là boum, et il y a un morceau des Simple Minds qui passe, il y a Somewhere des Simple Minds qui passe et on se dit je vais me lever, je vais lui dire je t'aime ou quelque chose. Et on se lève jamais, on lui dit jamais je t'aime. Mais ce moment-là, waouh, ça me remet. Vous n'arrêtez jamais d'écouter de la musique. Il n'y a pas de moment. Ah, si, oui. Ouais. Non, beaucoup de silence, ouais. Beaucoup de silence et beaucoup de lecture aussi, voilà. Mais j'ai une petite fille qui est très, quand je dis punk, elle est à fond, quoi. Et avec elle, on doit faire de la musique et on doit écouter de la musique et on doit chanter tout le temps. Donc avec elle, j'écoute beaucoup de musique, ouais. Alors on va changer de sujet et on va parler de quelque chose qui préoccupe nos jeunes aujourd'hui, c'est la crise, toutes les questions d'emploi. Et c'est Angelo qui vous pose une question. Non, c'est Mégane, pardon, qui vous pose une question à ce sujet. Donc en cette période difficile, on entend beaucoup parler de délocalisation, de chômage, de sécurité. Et moi, je trouve que la musique, elle permet de s'évader. D'adoucir la crise finalement. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ben, la musique, ça permet tout ça, ça permet de s'enfermer, ou de s'ouvrir, mais de s'enfermer dans de mettre son casque à la maison ou dans sa chambre et de voyager pendant le temps d'une chanson ou d'un album, évidemment, ou même une rupture amoureuse. Écoutez, moi je me souviens, j'écoutais. Non mais je vais répondre à la question, mais ça me fait plaisir parce que c'est la balade à l'amnésie, quoi. Je me dis, il y a plein de choses qui reviennent comme ça. Je me souviens, j'étais fou amoureux d'une fille et j'ai jamais osé lui dire et c'est devenu ma super amie. Le truc à pas faire, quoi. C'est-à-dire, ça peut plus être ta chérie, c'est ta super amie. Et je suis allé voir, un copain, un super copain. Je lui ai dit au lycée, je lui ai dit, tu sais, elle est folle amoureuse de toi. Elle le connaissait même pas. Alors il l'a regardé différemment et je suis allé voir la fille, je lui ai dit, tu sais, lui, il est fou amoureux de toi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ils sont sortis ensemble, en fait, et ils sont venus me remercier. Ah, ok, le con, quoi. Et je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Et alors là, j'écoutais Renaud, quoi. Voilà, Pleure pas Manu ou des choses comme ça. Donc la musique permettait ça. Mais au niveau de la politique, c'est vrai que en même temps, ça permet d'adoucir, mais il faut rester vigilant. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus peur nos dirigeants, ce sont vous, quoi. Ce sont les jeunes qui arrivent et ce sont les jeunes qui vont dans la rue. Parce que quand vous êtes allé dans la rue, c'était l'automne l'an dernier, quand il y avait ça, tout le monde la terre tremble, quoi. Le pays tremble et là on se dit attention, parce que là c'est la jeunesse qui n'a peur de rien et c'est l'avenir qui est là et qui est dans la rue. Là ça fait peur, quoi, beaucoup plus peur qu'autre chose. Donc il faut rester vigilant. Ouais. Aujourd'hui c'est bien d'être concerné, bien évidemment le chômage. Alors on peut lire les propositions des uns, on peut lire les mensonges des autres, mais il y a des choses réelles, quoi. Il y a des choses sur l'insécurité, sur l'immigration qui sont vraiment réelles. C'est absolument dégueulasse à un moment donné de faire un amalgame entre immigration et insécurité, quoi. Et tout ça, quand on est jeune, il faut le gueuler, quoi, parce qu'on peut pas, on veut pas grandir dans un pays qui est le pays des droits de l'homme et qui bafoue tout ça. À la gueule de tout le monde, on peut pas grandir là-dedans. Alors ça, faut le dire, ouais. Vous avez cette mission finalement de maintenir un peu le smile, si je peux dire, aux jeunes aussi par moment, quoi. Ça fait du bien d'écouter une bonne musique après une journée où on nous envoie qu'il n'y a pas de boulot et tout. On rentre le soir, un bon CD, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait du bien le smile. Moi, ma mission, c'est vrai qu'à la fin du concert, si jamais je discute avec des gens et qu'on me dit on s'est éclaté pendant ton concert, on a rigolé, ou on a pleuré, ou les deux,
et qu'est-ce que tu penses de la vie, et si on échange comme ça, j'adore ça, et puis on essaie de se remonter, parce qu'il me remonte le moral aussi, et donc on essaie de s'envoyer des belles choses. Et la musique, oui, en consommer, mais faut pas la piquer, quoi, faut pas la voler. Mais en même temps, moi, je suis le dernier à traiter de voleur aujourd'hui, parce que le disque est trop cher. Alors quand le disque sera à un prix raisonnable, là, je traiterai les gens de voleurs, ceux qui iront piquer sur Internet. Mais après, à nous d'éduquer nos enfants aussi, leur dire que les chanteurs et les créations, ben voilà, on a besoin de ces droits d'auteur-là pour continuer, quoi. Et si vous allez chercher l'argent, si vous allez chercher les chansons, voler les chansons, ben, nous, on n'est pas rémunérés, donc il faut pas le faire aussi, c'est important. Après, je suis pas sûr que des lois comme Adopi marchent bien, ouais. Vous aimez venir jouer dans la région, à Marseille notamment, hein, mais toute la région PACA, c'est... J'aime la lumière Ouais. ici. La lumière, elle est différente. Si j'étais photographe, je viendrais faire des photos ici parce que la lumière, elle est dingue. Il y en a pas. J'ai mon ami avec moi, Bruno, régisseur, qui est marseillais. Et la dernière fois, on était à Paris. Il doit se souvenir, Bruno, on était en promo à Paris. Il pleuvait, comme d'habitude. Et puis on a pris le TGV. On est arrivé ici, grand soleil, tout le monde en t-shirt et le sourire. On s'est dit, mais attends, la vie, quoi. Donc oui, j'aime beaucoup. On a foulé beaucoup de scènes ici. Les docks, le poste à Galène, l'espace Julien, le moulin, plein de lieux. Et je suis ravi parce que j'ai beaucoup d'amis ici et puis que voilà. Il y a des petits coins favoris quand vous venez ici où vous arrêtez, vous avez envie de manger à un resto ou je sais pas. Je vais chez des amis, ouais. Je vais chez des amis, mais après, oui, il y a des coins assez incroyables. Mais c'est vrai que se promener. Je suis venu en famille la dernière fois et ils connaissaient pas Marseille, donc évidemment le port c'est commun, mais c'est commun pour vous peut-être, mais pour nous c'est pas commun, quoi. Voilà, le vieux port. Et puis grimper jusqu'à Notre-Dame là-haut et puis regarder tout autour et rester un long moment. Voilà, pour moi c'est important. Le Panier, j'aime beaucoup. Me promener dans les rues du Panier, voilà, ça me plaît. Mais vous vous sentez bien ici, quoi. Je me sens bien, ouais. Je me sens bien. C'est un lieu, je pourrais vivre ici, c'est clair, ouais. Alors l'année prochaine, on a un grand événement qui arrive et c'est Angelo qui vous pose la question. Alors nous avons envie d'avoir votre sentiment sur ce grand événement, Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture qui arrive bientôt. C'est bien pour les artistes? C'est vachement bien pour les artistes, mais je tiens à être honnête sur le coup. J'ai été embauché par la ville de Toulouse pour soutenir Toulouse pour la candidature 2013, donc j'avais joué pour Toulouse. Donc on a perdu en fait. Mais je suis ravi que ce soit Marseille aussi, donc tout va bien. Mais je rigole parce que on les avait prévenus, on était ravis de jouer parce qu'on a joué à Toulouse, c'était un moment grand, parce que eux aussi ont préparé leur truc. Mais je leur ai dit, moi je suis le chat noir, donc si vous m'amenez, vous allez perdre. Ils ont perdu. Tous les matchs de foot que je vais voir ou de rugby, quand je vais assister à un match, l'équipe pour laquelle je suis perd. D'accord. J'ai soutenu les Cofidis vous êtes pour parce l'OM que j'ai en des ce amis. moment Ouais, voilà, et oui, mais bon, ça va. Mais j'ai soutenu une équipe de cyclistes parce que j'ai des amis dedans, des Cofidis. Je suis allé sur une étape du Tour de France. Ils se sont quasiment tous cassés la gueule, quoi, sur l'étape. Un truc de fou. Et le chat noir, un gars dans la rue m'a arrêté à Perpignan pour me dire, tu vas plus voir l'équipe jouer, on veut plus de toi, t'es le chat noir et tout. Sérieux, hein. Moi j'étais vert, quoi. Donc pour revenir, oui, je suis ravi que Marseille, voilà. Et c'est bien parce que j'espère, je sais pas qu'est-ce que vous allez organiser, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se passer. J'espère. Il y a plein de lieux qui vont ouvrir, qui vont rester comme les Docks des Suds. La dernière fois, on avait le directeur artistique qui nous annonçait que le lieu va rester ouvert tous les soirs de l'année finalement pour accueillir plein de petits groupes. Il va y avoir plein de jeunes qui vont pouvoir s'exprimer. Ça va être quelque chose. C'est génial, mais est-ce que je peux dire, enfin une petite revendication, quelque chose que j'ai au fond du cœur. Je suis venu chaque fois pour le beach soccer ici. Je suis venu ici avec invité par Joël, quoi, Cantona, et j'ai trouvé alors déjà que c'était fantastique ces matchs incroyables, voilà, là-bas tout au fond, et le soir la fête et les gens qui venaient. Et puis ça a été sucré, ça a été arrêté, quoi, donc interdit. Et je trouve ça vraiment dommage, voilà. Donc c'est un Catalan qui n'est pas Marseillais, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, donc je veux pas dire de conneries, mais en tant que Perpignanais, je suis assez furieux que ça se soit arrêté, voilà. D'accord. Vous, on vous verra peut-être, c'était bien, hein, il faut le dire. Hein. On vous verra peut-être jouer à Marseille-Provence 2013 quand même. Je croyais au foot, jouer à Marseille. Non. Jouer à Marseille, ouais, j'adorerais, non mais moi je suis partant Marseille, ce que vous voulez, quoi. Franchement, ce que vous voulez, j'adorerais. Et on en parlait, je parle donc de Bruno encore, Madala, mon régisseur, parce que
Lui, il a déjà fait sûrement. On s'est dit, dès qu'on arrive à Marseille, aujourd'hui, on embrasse le sol. Moi, j'étais en retard, donc j'ai pas eu le temps, mais je vais l'embrasser tout à l'heure. Donc oui, évidemment, jouer, ouais. Jouer ici, ouais, parce que je veux. Alors, il y a des lycéens qui sont à côté de nous, qui regardent. Je vais peut-être, on a choisi 4 pour vous poser des questions, mais je vais peut-être m'adresser à vous. Si vous avez des questions pour Kali, je répercute puisque vous n'avez pas de micro. Donc, quelqu'un a une question? Oui, on vous écoute. Vous avez redoublé combien de fois? Pardon, excusez-moi. Pardon. Alors, je vais la répéter. Comme j'ai un micro. Qu'est-ce que c'est une bonne chanson pour vous? Pour moi, une bonne chanson, c'est une flèche qui m'arrache d'abord le cœur et puis qui me tord le ventre. Et je ne sais pas pourquoi, qui exacerbe mon sentiment amoureux ou mon sentiment en colère. Et ça peut être une chanson de 3 minutes comme de 30 minutes. Surtout les formats, ne nous emmerdez plus avec les formats des chansons. Et une bonne chanson, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, la mélodie, la musique, mais les mots qui viennent on ne sait d'où et qui nous détruisent, quoi, mais en bien, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, je pense que c'est pour tout le monde un peu pareil, sauf pour les radios. Pour les radios, une bonne chanson, ça doit être moins de 3 minutes. Et pour les radios, une bonne chanson, ça doit correspondre au test comment on dit, quand ils font les tests chez les gens. Alors, ils téléphonent. Voilà. Alors, ils téléphonent aux gens et ils font écouter votre chanson 7 secondes. Bonjour, vous écoutez. Alors. Merci. Alors, vous connaissez? Non. Là, on raccroche. Vous connaissez? Oui. Ça vous plaît? Non. Une croix. Ça vous plaît? Oui. Et à la fin, on nous dit à nous, ça n'a pas testé ta chanson. Ça n'a pas plu, donc tu passeras pas en radio. Je vous emmerde, voilà. Et voilà, c'est tout. Et pour moi, une bonne chanson, c'est surtout. Pourtant, il passe des Kali, il passe à la radio. Ah oui, mais il passe. Je remercie. Mais pas assez, merde. Alors, donc non, mais je remercie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens tout autour des créateurs de chansons qui, même avant la composition, vous posent la question, hey, est-ce que tu as fait un single? Est-ce que tu as fait la chanson qui va rentrer au format radio? Waouh, c'est un délire, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Donc voilà. Voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Il y a d'autres questions que je peux prendre ici? Vous avez une question à poser à Kali? Non? Oui. Hop. On parlait de chansons qui vous font graisser les poils et qui vous font parler et qui vous touchent en bien. Si vous aviez une chanson à citer qui vous a... Je vais répéter. Si vous aviez une chanson qui vous touche et qui vous fait dresser les poils. Ouais, c'est une horreur, cette question. C'est une horreur parce qu'on s'amuse à ça, nous, avec les copains. C'est-à-dire, tu pars sur une île déserte, tu prends quel disque? Et même si on te dit, alors si je vous dis, prenez 10 disques, vous allez dire c'est facile. Eh ben, personne m'a répondu, moi. Ce jeu à la con, parce que c'est trop difficile, quoi. C'est terrible parce que tu te dis, je laisse celui-là. Alors, je vais dire une chanson qui me fait dresser les poils, mais pour une raison... c'est L'eau vive de Guy Béard. Et alors, elle me fait dresser les poils parce que, il paraît, j'avais 9 mois et ma grand-mère me poussait dans un landau et elle me chantait toujours « Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive ». Et un jour, elle s'est arrêtée de chanter et il paraît que j'ai fait « Elle est allée chercher mon père, elle lui a dit « Viens écouter » et je l'ai plus jamais refait. Alors, on sait pas si elle a raconté des conneries ou si c'est vrai. Moi, je me dis que c'est vrai, mais pour être... Et donc, c'est pour ça que je pense à tout ça avec cette chanson-là. Voilà. Donc, je dirais celle-là, mais en même temps, je partirai pas seul avec cette chanson sur une île. Oui, on va d'abord écouter la jeune fille qui avait une question pour vous. Vous dites que vous faites de la chanson engagée et puis ça s'entend surtout, mais est-ce que ça vous a pas porté préjudice à certains moments? Est-ce que le fait de vous engager dans vos textes, cela vous porte à préjudice? Alors, c'est prétentieux de dire que ça porte préjudice parce que ça veut dire que, en fait, oui et non. Alors, je dis oui parce que le fait de... Des fois, en concert, j'ai vu des gens sortir de la salle. Et c'est assez drôle parce que quand on voit la porte et qu'on chante une chanson sur les sans-papiers ou sur... J'avais une chanson qui s'appelait Résistance la dernière fois pour les élections et tout ça. Et qui était assez directe, en fait. Et je vois des gens se lever et je vois la porte s'ouvrir et des gens partir.
Donc en même temps, je me dis, oh, c'est dommage qu'ils partent parce qu'ils n'ont pas entendu C'est quand le bonheur, quoi, à la fin. Et puis en même temps, je dis, ouais, c'est quand même pas mal, ils partent, ça veut dire que ta chanson elle a un impact pas mal. Alors voilà, à ce niveau-là, pourquoi ça m'a porté préjudice aussi? Oui, il y a des gens qui m'ont dit, ce petit con de gaucho qui fasse des chansons d'amour, le reste qui nous emmerde pas, voilà. Il y a même des journalistes qui m'ont un peu agressé là-dessus. Mais je m'en fous. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai eu 4 contrôles fiscaux en 3 ans. La moyenne, c'est 1 contrôle fiscal tous les 50 ans par Français. Mais je crois que c'est le hasard. Et donc voilà. Mais je crois que je prendrais beaucoup plus de risques à ne pas écrire mes chansons. Parce que j'ai des amis très proches en Catalogne, ils connaissent mes convictions. Et si jamais je vais m'amuser dans le café avec eux à refaire le monde et ne pas écrire ces chansons-là, ils vont me dire « Oh, mais maintenant tu les écris, ces chansons, tu te dégonfles ou quoi ?» et tout ça. Donc j'ai plus de risques avec eux qu'avec les autres. Donc je vais continuer à le faire, ouais. On va prendre une dernière question. On vous écoute. Deux questions. Comment est venue l'idée de la chanson Roberta? Et deuxièmement, une chanson de Léo en absolu. Pardon, la deuxième? La deuxième, la chanson de Léo en absolu. Celle que tu présumes. Alors, je vais juste répéter. Ouais, Comment est venue l'idée de la chanson Roberta et une chanson de Léo Ferré à retenir? Alors Roberta, la chanson, c'est une histoire vraie. La personne ne s'appelle pas Roberta. Mais comme elle était de mon village, je me suis dit, tu vas changer le prénom. Ça a tenu 10 minutes, hein, tout le monde a su qui c'était. Mais la chanson, c'est pour moi, c'est un hymne d'amour, justement, parce que c'est une dame de mon village, qui a cet âge-là, maintenant, qui est un peu plus, et qui a vécu toute sa vie avec son mari, les enfants, toute sa vie, et amoureuse de son mari amoureux, et puis il est mort. Donc c'était terrible parce qu'on l'aimait tous, quoi. Il est mort, et puis 6 mois après, elle est tombée amoureuse d'un jeune de 30 ans. Et lui aussi. Et c'était dingue parce qu'on les voyait sur la place du village se rouler des pelles, quoi. Et on les voyait, elle, derrière, sur la mobilette, juste derrière, ou fumer des pétards, quoi. Mais c'était dingue. Et alors, il y a des gens qui ont commencé à me dire, en disant, mais c'est pas possible, vous imaginez, nanana. Ah ben moi, je dis le contraire. Je dis, c'est un hymne à la vie. Elle a jamais triché dans sa vie. Elle a été à fond avec son mari, une grande vie, une belle vie, et tout ça. Et là, c'est un hommage à sa vie. Ça veut dire, je suis pas encore morte, et je peux tomber amoureuse, et je peux continuer. Donc pour moi, c'était plutôt ça. Donc ça vient de là. Et puis après, Léo Ferré, ça c'est... Ouais, alors, il y a une chanson qui me touche beaucoup, c'est L'Oppression. Après Léo, c'est... Il y a une chanson que je mets, alors, c'est discret parce que quand on écoute les concerts, juste avant les concerts, il y a une chanson qui s'appelle Préface. Ou alors là, il balance à fond des choses, waouh, c'est super violent, quoi, mais c'est beau. Et je la mets juste avant qu'on démarre le concert. Juste avant que la voix dise, si vous pouviez éteindre vos portables et ne pas prendre de photos pour pas déranger les chanteurs et tout ça. Pardon? Mais Lavilliers, il a tout chanté de Léo. C'est quand même le représentant de Léo sur Terre avec Thiéphène. Et voilà, moi j'en ai chanté pas mal aussi, mais celle qui, voilà, c'est tout ça. Quand j'écoute le bateau espagnol aussi, c'est dingue. Et puis, ouais, non, mais c'est voilà. Alors après, j'ai cette chance-là un jour. Je parle de cette anecdote, c'est pas pour frimer, c'est parce que ça me touche beaucoup, mais je frime un peu quand même. Il y a le fils de Léo, voilà, Mathieu, qui un jour m'a écrit une lettre pour me dire qu'il me remerciait de parler de son papa à droite à gauche et d'avoir des chansons un peu en hommage à son papa, qui m'a remercié du fond de l'Italie et qui m'invitait chez lui à vie quand je voulais, quoi. Et ça m'a beaucoup touché, ouais. Et je regrette une chose, c'est que le Théâtre des Jazés à Paris, le dernier concert de Léo, je devais y aller, j'étais beaucoup plus jeune, et je suis allé faire le con ailleurs au lieu d'y aller, quoi. Et j'ai jamais vu Léo sur scène, voilà. Alors Kali, on termine notre émission avec une rubrique qu'on a dans Face aux citoyens. C'est le distributeur à questions qui est ici. Voilà, on se retourne juste, il y a 3 questions, vous en choisissez une. Ça, c'est des questions, sinon? Celle-là, non. 1, 2, 3, celle que vous voulez. Il y a... Après le concert, plutôt tapas ou bouillabaisse? Non, moi je suis à fond bouillabaisse. À fond bouillabaisse. Et je suis à fond bouillabaisse,
Pourquoi? Parce que j'en mange très 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 rarement. D'accord. Et quand je vais à Marseille, je pose toujours la question, est-ce qu'il est possible de manger une bouillabaisse? Et c'est un petit peu comme... j'aurais du mal à en manger ailleurs. C'est un petit peu comme si on pouvait manger, enfin je sais pas, s'il y avait une fleur qu'on peut trouver juste dans ce pays-là, ben là c'est la bouillabaisse de Marseille. Mais après le concert, je vous avoue que je suis plus un bon vin rouge que tout ce que vous avez marqué là. Ouais. Voilà. Vous mangez pas forcément direct après, vous attendez... Non, on mange avant, voilà. Mais une bouillabaisse avant le concert, c'est pas top non plus. Ouais, c'est peut-être un peu lourd. Ouais. Peut-être un peu lourd. Merci beaucoup. Ce Face aux citoyens et pour l'occasion, ce Face aux lycéens s'achève. Kali, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, on va se quitter avec Cantona, une chanson de votre 4e album. La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Merci à tous. Merci. Au revoir.